Patrick. Si tu veux bien, Patrick. Bon, tu as interdiction absolue de tirer ici. Hein, de toute la ligne là. Hein. En revanche, tu es libre devant. Ton voisin sera vu, tu peux tirer devant, et complètement libre derrière, dès lors que c'est efficient, bien sûr. Il n'est pas là, hein. Ah oui, non, interdiction absolue là. Voilà, voilà. Oui, pas de problème, là, mais... Voilà. Batman File. Fais attention, hein. Tu te calmes. Bien. Alors, bah vous devez connaître le coin à peu près. Là, la traque vient sur nous. Votre voisin est à vue. Votre voisin sera à vue là aussi. Ça monte un petit peu là. Hein. Un petit peu à gauche. À gauche là. Hein. Donc, à la limite, là, à la rentrée du chemin, à la sortie du chemin, c'est bon. Et derrière, libre bien entendu, devant également. Mademoiselle. Vous avez formé une association de chasse? Oui, nous sommes un certain nombre d'amis qui avons fondé effectivement une association de chasse. Nous sommes entre 25 partenaires à peu près, mais avec des statuts un peu différents suivant que l'on fait de la battue ou du tir de sélection. Mais globalement, nous sommes environ 25, oui, à peu près, oui, nous sommes cooptés, je dirais, depuis de très nombreuses années, puisque cette association de chasse a été créée par papa il y a une quarantaine d'années. Et donc, nous sommes certains déjà de la deuxième, voire de la troisième génération à chasser tous ensemble. Donc, nous sommes une bande d'amis et depuis des années, nous réunissons ensemble. Vous avez des responsabilités pour faire vous êtes président? Alors, on m'a demandé d'assurer la présidence de cette association, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité d'organiser les battues. J'ai d'ailleurs une assurance particulière en cas de difficulté. Et c'est un rôle important parce qu'il faut préparer les enceintes avec les gardes et puis on a la responsabilité du placement de tous les partenaires de chasse et des invités. Nous avons entouré une enceinte avec, nous sommes 25 fusils et l'action de chasse va commencer dans quelques instants. Les traqueurs vont démarrer. Les consignes de tir? Alors les consignes de tir sont données à chaque tireur. Il y a des angles de tir qu'ils doivent respecter. Il y a des angles qui sont complètement interdits pour bien évidemment des raisons de sécurité. Et on limite d'ailleurs au maximum les risques, si vous voulez, en élargissant considérablement les angles interdits de façon à ce que toutes les règles de sécurité soient respectées. Bonne chouette. Merci beaucoup. Couchez la gentille. Couchez. De l'autre côté de la forêt, les traqueurs s'apprêtent à partir à leur tour sous la conduite d'Evrard de Turckheim, régisseur des terres de la famille et du groupe Dietrich. Sur le chemin là, et on se répartit sur le chemin, hein, en montant. Et on pousse, il faut pousser là les jeunes, les régénérations. Hein. Ce qui est important, c'est qu'on marche toujours en ligne, qu'on soit avec la main en devant et un derrière, et qu'on soit en ligne par rapport à la pente. C'est chez nous? Ça c'est beach, comme beach. Comme beach. Au revoir. L'eau au sol.
particularité, pour cette chasse conviviale, les épouses et compagnes des chasseurs participent à la traque. Allez, va le toutou, va. Nous sommes donc sur le territoire de Cheniec, dans les Vosges du Nord. Donc c'est la partie grégeuse des Vosges, donc sur les sables, vous voyez le sol est rouge. C'est une très très belle région qui est moins connue que les Hauts-de-Vosges, avec des forêts qui sont absolument superbes, à base de pins et de hêtres, et qui abritent une faune tout à fait riche et belle. Je suis forestier, donc je m'occupe de la gestion des forêts, en particulier de ce domaine privé. Gérer une forêt, c'est gérer un équilibre, c'est gérer des espèces animales et végétales, et c'est donc faire en sorte que toutes ces espèces puissent vivre dans une parfaite harmonie. Donc nous ne voulons pas que l'une ou l'autre essence forestière deviennent prépondérantes par rapport aux autres. Donc nous sommes contre la monoculture d'épicéas par exemple, mais nous ne voulons pas non plus que certaines espèces animales, le gibier en particulier, prennent le dessus et contraignent à abandonner certaines espèces ou fassent disparaître par leur abrutissement certaines espèces. D'où la nécessité d'exercer une certaine chasse qui est certes une passion et un passe-temps et un hobby pour de nombreuses personnes, mais qui est avant tout une nécessité de gestion dans le but de... Mais il y a une bande d'une 15 à 20, hein. 15 à 20. Une lait avec une quinzaine de petits trucs comme ça. Et alors il y en a 8 qui sortent, paraît-il, dès le début de la traque de l'autre côté. Donc, Et le gros encore dans le dernier coup de fusil. et encore le gros, oui, les 2 derniers coups de fusil là, Et ouais. puis après, comment il se passe, il voit trois seringués passer derrière. Encore ouais. Avec Alex Kay. Bah, Evra a vu aussi un cerf. Vous voulez pas, il paraît qu'il y en a 3 qui passent encore en bas là. Hein, oui, mais ça je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé de pas prendre des carabines. Mais je crois que je vais prendre un revolver. Alors Jacques, pourquoi ce sont des belles prises? Ce sont pas des bêtes, oui, parce que ce sont des bêtes qui correspondent exactement au poids qu'il faut tirer. Ce sont des bêtes rouges, que nous appelons des bêtes rousses, et ça préserve les mères, les plus reproductives, si vous voulez. Apparemment c'est un beau tir. C'est un beau tir, oui, ils ont été bien tirés d'ailleurs. Une belle petite chasse. Merci. Les traques seront au nombre de 6 ce week-end. Après le déjeuner, nous nous rendrons dans une plaine postée au Mirador, puis au cœur d'un massif forestier. Le plan de chasse est établi sur 2 jours, de quoi vivre pleinement ses loisirs, puis prendre le temps de rencontrer ses amis. Notre plaisir est savoureux car les chasseurs connaissent bien ce territoire dont ils ont à cœur de partager l'histoire avec leurs invités. C'est également une terre chargée de souvenirs, motifs de ralliement aussi pour chacun d'entre eux. Quelle est la signification de vos pompons? Eh bien, c'était une vieille tradition. Au XVIIIe siècle, les chasseurs avaient ces chapeaux avec des pompons. Et ces pompons avaient un rôle de protection contre les moustiques. Car ils enduisaient le bout des pompons d'une substance comme on mettrait du géranium ou de la citronnelle actuellement. Et le fait écartait les moustiques quand ils allaient notamment à la chasse ou à la franche avec des gibiers ou des chevaux qui parfois avaient une odeur assez forte et après d'éviter les piquer. Et le reste de l'ornement? Le reste de l'ornement, c'est le blaireau qui est important en Allemagne, c'est des poils de blaireau. Et le reste de l'ornement, ce sont des insignes de Saint-Hubert ou des dents de cerne, une dernière chasse en forêt. On est en plein dans la tradition. En plein dans la tradition. Il faut garder les traditions. Alors, l'action qui va se dérouler, la traque va partir de derrière ces rideaux dans ce massif que vous avez en face de vous. Elle va partir derrière, va avancer et va revenir tranquillement sur nous pour amener l'ensemble des gibiers sur 2 lignes qui vont être une
derrière, qu'on appelle traditionnellement la ligne de rebrousse, c'est-à-dire là où les animaux repartent en arrière de la ligne de battue, et puis 2 lignes qui vont fermer ici, la dernière fermant sur cette plaine étant très souvent un lieu de passage du gibier qui s'échappe pour rejoindre le massif que nous avons derrière nous. Donc c'est un lieu très dégagé. Nous sommes légèrement en hauteur pour s'assurer du tir fichant, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Ça, c'est un problème que vous avez dû voir évoqué très fréquemment. Donc la sécurité est absolue ici, puisque nous n'avons qu'un tir fichant. L'action va donc se dérouler. Vous allez entendre les cornes sonner sur notre gauche, et puis la traque va partir de la gauche vers la droite et revenir ensuite droit sur nous. La ligne que je vais placer sera placée en fermeture de ce côté-là, sur notre droite, pour essayer de couvrir cette plaine, étant entendu que les animaux pourront passer à partir des maisons que vous avez sur la gauche jusque de l'autre côté du bois que nous avons sur la droite. Voilà. Ce nomadisme, si l'on peut dire, des gibiers, vous avez pu le confondre régulièrement en fonction des saisons? On peut remarquer des grandes tendances. Maintenant, on ne peut jamais être assuré d'avoir un gibier passant systématiquement au même endroit. C'est d'ailleurs à la fois la difficulté de la chasse et tout le plaisir qu'il y a, parce que en face de nous avons des animaux qui sont extrêmement malins et qui réagissent en fonction d'éléments que nous n'avons pas forcément, dont nous n'avons pas forcément la science ou la connaissance, que sont le vent, que sont Qu'attendez-vous de cette chasse? Écoutez, c'est une chasse que nous n'avons pas faite, une traque que nous n'avons pas faite depuis assez longtemps, qui est intéressante parce qu'il y a 2 fourrés, un fourré de résineux et un fourré de chénier, et qui a beaucoup de rochers autour. Comme c'est très humide, on peut avoir des cochons sur les rochers en ce moment. Hein. Donc les traqueurs vont faire à la fois les rochers et les fourrés, et ils poussent donc vers la gauche. On verra bien ce que ça donne. Hein. Quelle impression vous donne une journée de chasse en automne? C'est une merveille.
Il est par terre, attends. Attends, Patrick. Ouais, il est raide. Comme la justice. Très bon faire sélectif, monsieur. Il a les bois qui dépassent pas les oreilles. Non, c'est un petit 6, mais il a eu au moins 3 ans, cette affaire. Regarde le mec qu'il a. Oui, il est pas vieux, non. Ça fera un... C'est pas une élimination, mais bon. C'est pas un grand broquin, c'est parce que tu en voulais pas un. Tu en voulais un grand, mais... C'est un grand petit, quoi. C'est un grand petit, voilà, exactement. C'est un grand petit. Non, mais... Regarde. Ça veut dire 9-10 cm. Le chien est un auxiliaire indispensable. C'est très agréable de voir travailler le chien, de le voir à l'arrêt, d'avoir cet instant d'émotion où la bécasse va s'envoler. C'est lui qui trouve 90% des bécasses. Bon, elle nous a roulé, hein. Ce qui fait qu'un chasseur est un bon bécassier, c'est d'abord la passion. Il faut être passionné par la bécasse. C'est de la chasse très sportive, c'est un peu physique même. C'est toujours des conditions de tir très difficiles qui permettent de réaliser de beaucoup de fusils dont on est fier. Ouais. Elle est bonne. Il y a un nuage de plumes. Bon, où est-ce qu'elle est ma bécasse, moi? Parce que j'ai balancé mon coup de fusil au moment où elle sautait la haie. Elle doit être tombée là dans les ajoncs. Durant la journée, la bécasse se tient à l'abri de la végétation. Son plumage couleur d'automne lui assure un parfait camouflage. Il est donc indispensable au chasseur d'être aidé d'un bon chien d'arrêt. Olwen, ce setter de 6 ans, est un excellent bécassier.
L'instinct et la dextérité du chasseur sont des atouts majeurs, car il doit souvent réagir en une fraction de seconde. Un superbe tableau de bécasses. On a donc fait 4 bécasses sur un territoire assez restreint, comme vous avez pu le voir, le long de ce petit ruisseau qui dévale la montagne. Alors c'est un biotope un peu particulier pour chasser la bécasse. Généralement on n'imagine pas le chasser à flanc de coteau comme ça, mais là c'est une petite source qui dévale donc tout le long de la colline, où il y a beaucoup de faunies et qui plaît beaucoup à la bécasse. Alors c'est un petit coin où on n'est pas venu jusqu'à présent certainement, et on a levé jusqu'à 7 bécasses, et on a eu la grande chance quand même d'en tuer 4 sur 7, ce qui est quand même un bon résultat. Pour moi, la bécasse, c'est un peu l'expression de la liberté. Et un chasseur est un être qui est profondément épris de liberté. Je pense qu'on cherche à s'accaparer une parcelle de cette liberté en capturant la bécasse. On est parti, hein. Utilisant les matériaux de l'endroit, de façon à avoir les mêmes couleurs et ne pas ajouter au paysage une couleur ou une forme quelconque que le canard ne connaît pas. Lorsque les canards sont à portée de tir, les critères d'identification des espèces sont très précis. La sarcelle est repérable à sa petite taille et surtout à la forme de son vol, très rapide et acrobatique. Le colvert, le plus connu des canards de surface, s'identifie grâce à sa taille, la forme de son vol et à la couleur verte de sa tête. Le taborne vole un peu comme une oie, ses battements sont plus lents que ceux des canards. Le mâle souchet possède un large bec spatulé et un plastron blanc facilement repérable. Toutefois, lorsque les canards sont hors de portée, les chasseurs ont parfois du mal à déterminer l'espèce dont il s'agit. Dans ce cas, le cri est un critère de reconnaissance très fiable. La période d'ouverture de la chasse au canard débute le 1er septembre et se termine le 31 janvier. La chasse en Irlande est soumise à des règles très précises. Les étrangers doivent posséder un permis de chasse irlandais et s'adresser à une organisation locale qui leur délivre un droit de chasse et leur attribue un guide. Raté. Bon, là, c'est des bernaches. Il est interdit de chasser les oies bernaches, espèces protégées sur tout le territoire irlandais. L'amplitude des marées, les changements de température, les vents, sont autant de paramètres qui rendent imprévisible une journée de chasse. Eric, las de cette attente infructueuse, décide de partir chasser le lièvre. Eric jette un dernier coup d'œil pour s'assurer qu'il n'y a pas de canard à portée de tir. Il espère avoir plus de chance tout à l'heure, à la passée du soir.
La grande densité de lièvres s'explique pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne subissent aucune prédation animale sur ce territoire. La seconde, c'est qu'ils ne sont pas chassés par les autochtones. Les Irlandais n'ont jamais été un peuple de chasseurs. Le lièvre reste un mets très apprécié des chasseurs. Eric vide l'animal de son urine. Elle altérerait le goût de la viande. L'observation du canard permet de déterminer son comportement journalier, c'est-à-dire que le canard en général se repose le jour et se nourrit surtout la nuit. C'est moins vrai ici dans ce biotope particulier que sont les estuaires, mais en général le canard circule surtout à la tombée de la nuit, il quitte ses lieux de repos pour aller au gagnage, c'est-à-dire pour se nourrir. Ce qui vient que les chasseurs en général les attendent souvent à la passée du soir. Ce qu'on appelle la passée du soir, c'est le moment où la nuit tombe, un peu entre chien et loup, et de même qu'à la passée du matin, au moment où le jour se lève. T'adores, moi. Colvert, mal. On va remballer. Ouais. Eric et Louis ont élu domicile dans cette ruine pour s'abriter durant la nuit. Il y a plus d'un siècle que les habitants ont déserté l'endroit. À l'époque, c'était un village où l'on pratiquait l'élevage des moutons. Tu as que des mâles aujourd'hui quasiment. 5 mâles, 6 mâles. C'est de la bonne jette, il y a moins. Et les lièvres, il y a une femelle quand même. J'ai vu Tu as 2 mâles et une femelle? Ouais. Elle a baissé ses oreilles mais trop tard, donc j'ai pas bien. Alors c'est un beau petit tableau, hein. Et puis pour demain, je sais pas, on va se faire une petite passée. Bah, je pense qu'il faudrait le planquer le plus près possible de la lagune en mettant quelques formes. Ouais, de toute façon, il faudra atteler demain, quelques il faudra formes. mettre les formes. Et puis si ça veut pas baisser, 2-3 coups d'apeau. Ouais. Une belle pleine lune là. Pleine lune, grande marée. Ah, j'ai dit, va bouger.
8 heures du matin. Le jour vient de se lever. Eric et Louis partent pour une dernière journée de chasse. Ils vont se poster au même endroit que la veille pour la passer du matin. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, ils ont choisi d'installer des formes dans cet endroit marécageux, garde-manger favori des canards. Ils y trouvent plantes et graines aquatiques, larves d'insectes, vers et petits mollusques. Là, un peu à droite. Coralie en face. Ah, quand même. Attends, planque-toi, voilà du canard. Planque-toi, planque-toi. C'est un cendré? Ça sera pour le bouillon. Le courlis cendré est un oiseau des marais, au très long bec recourbé, très abondant dans la région. Peu goûteux, il est tout juste bon pour le bouillon. Attention. Mal pied. Il est tombé sur l'eau, il a rebondi avec le vent. Ouais, super filet. C'est un très joli canard. C'est un canard très élégant, très fin, qu'on voit pas très souvent, c'est ce qui fait son intérêt. C'est un canard qui niche dans l'Arctique et qui vient hiverner ici en Irlande. La plupart des canards qu'on observe ici, c'est-à-dire le colvert bien entendu, le pilet, le souchet, les sarcelles, tout ça sont des espèces chassables. Je me considère comme un passionné du canard. La passion qu'éprouve l'homme pour le gibier le conduit à le tuer. En fait, c'est la seule forme qu'on ait trouvée actuellement qui soit légale pour obtenir la possession du gibier, pour parvenir à la possession du gibier. Ça se ressent plus que ça ne s'explique, hein, la passion du canard. Chacun a ses motivations. Je pense que la motivation primordiale, constante, c'est cette fascination qu'a l'homme pour la liberté originelle que représente un peu le gibier. Le canard, c'est un gibier particulièrement méfiant qu'on mérite. On a un peu de mal à voir, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Patrie d'adoption de tous les amoureux de grands espaces, l'Irlande demeure en Europe un des derniers bastions de la vie sauvage.